Salut! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de coaching, je te propose de nous concentrer sur un objet magique que voilà. Alors non, je ne vais pas faire de tuto pour tricoter ta future écharpe cet hiver. En revanche, je t'assure que je vais te tricoter une vidéo aux petits oignons afin de te dévoiler 4 astuces très pratiques lorsque tu dois trouver le titre de tes sous-parties en commentaire de texte. À tout de suite! Tu l'as compris, aujourd'hui je te fais découvrir 4 techniques extra pour trouver tes sous-parties en commentaire. L'occasion de retrouver notre fameuse pelote de laine. Mais avant de te dévoiler tous ces secrets, je fais un petit rappel. Pourquoi les sous-parties sont-elles si importantes? Tout simplement parce qu'elles permettent de structurer ton développement. Et oui, ton analyse est organisée en étapes claires et tu peux ainsi montrer ta grande maîtrise de la méthode. Ensuite, les sous-parties te poussent à approfondir ta réflexion, à offrir une analyse plus riche et complète de ton extrait. Enfin, elles facilitent la rédaction puisque chaque paragraphe correspond à une idée précise. Comment les faire apparaître dans ton devoir? Justement, tu dois organiser ton commentaire en paragraphes distincts. Pour cela, fais un petit alinéa au début de chaque sous-partie et pense bien à aller à la ligne une fois que tu as terminé. Saute des lignes seulement entre tes grands axes et non pas entre tes sous-parties. Combien en faut-il? Excellente question. Pour un plan en 2 grandes parties, je te recommande de créer 3 sous-parties. Si ton plan compte 3 grandes parties, 2 sous-parties suffisent. Bien sûr, un plan avec 3 parties et 3 sous-parties est envisageable, mais cela peut être plus complexe à gérer. Combien de procédés par sous-partie? C'est une question que les élèves me posent souvent sur ma chaîne. Bien sûr, il n'existe pas de réponse toute faite ni de chiffre exact. Cependant, je te conseille d'intégrer au moins 5 procédés pour une analyse solide. Allez, il est grand temps de dévoiler ma première astuce pour trouver tes sous-parties. La technique de la pelote de laine. La particularité de cet objet, eh bien, il suffit de tirer doucement sur un fil pour que la pelote se dénoue petit à petit. Bon, je ne voudrais pas que tu perdes le fil. Je sais, c'est un jeu de mots facile. Alors, pas de suspense, je t'explique tout de suite où je veux en venir. Dans un commentaire, tu dois avancer pas à pas, dénouer ta pelote progressivement. Autrement dit, dévoiler tes idées, procédés et interprétations de fil en aiguille, si j'ose dire. Ne révèle pas tout d'un coup. Prenons un exemple concret. La lettre 99 des lettres persanes. Montesquieu, philosophe des Lumières, tourne en dérision l'obsession des Parisiens pour la mode et les apparences. Si tu suis mes vidéos, tu sais que pour formuler le titre du grand 1, je recommande de caractériser le texte, par exemple une lettre, puis d'ajouter un ou plusieurs adjectifs pour raffiner ta réflexion comme divertissante. Dans ce type de cas, les élèves ont tendance à faire une première sous-partie qui porte sur l'ensemble de cette idée. Le fait que cette lettre soit amusante. Mon astuce, délier la pelote tout doucement. Je t'invite à mettre en avant le caractère épistolaire du récit. Tu peux donc identifier lors de ta première sous-partie les éléments qui prouvent qu'il s'agit bien d'une lettre écrite par un persan. Tout simplement. Tu peux analyser l'énonciation en précisant l'identité de l'émetteur, Rika, et du destinataire, Reddy, qui structure l'échange épistolaire. Tu peux relever le contexte spatio-temporel mentionné à la fin du texte, date et lieu, comme dans toute lettre digne de ce nom. L'utilisation du pronom personnel « je » montre que l'auteur de la lettre exprime ses impressions, son point de vue. Il critique la mode parisienne, comme le suggère le champ lexical associé. Mode, parure, coiffure, etc. La présence de modalisateurs tels que le verbe au présent de l'indicatif, je trouve, ou encore des termes à connotation péjorative, caprice, fantaisie, asservie, confirme que le persan observe et porte un jugement sur les habitudes vestimentaires et plus largement sur le comportement des Parisiens. Enfin, bien qu'il n'y ait pas de formule de politesse à la fin de la lettre, la dernière phrase, complexe et conjuguée au présent de vérité générale, apporte une conclusion universelle et intemporelle à cette correspondance. Cette méthode, tu l'as compris, fonctionne surtout pour la première sous-partie de ton axe 1. Pour tes sous-parties des axes 2 et 3, tu peux utiliser la technique du Rubik's Cube. Elle consiste à tourner une idée dans tous les sens, si j'ose dire, à en examiner soigneusement toutes les facettes. Je prends l'exemple d'un extrait de roman de Sylvie Germain, tombé au bac français, que je décortique d'ailleurs dans une autre vidéo. Le narrateur dessine un portrait collectif d'hommes des forêts. Modelé
Guidés par la puissance de leur environnement, ils incarnent une union entre la nature et l'humanité. Le deuxième axe pourrait donc s'appeler une symbiose entre l'homme et la nature. Je peux décliner cette idée de symbiose, de fusion, sous différents angles en ajoutant par exemple un adjectif minutieusement choisi pour chaque sous-partie. Petit a, une harmonie intime. J'ai donc choisi un synonyme de symbiose, puis j'ai ajouté un adjectif. Je peux à ce moment-là analyser les énumérations qui détaillent la connaissance approfondie qu'ont ces hommes de la forêt et du ciel. Les comparaisons telles que comme en miroir ou comme en écho, qui renforcent l'idée du reflet, de la résonance entre l'homme et la nature. Les personnifications de la forêt, par exemple, les forêts les avaient faites à leur image, qui soulignent l'idée que la nature et les hommes ne forment plus qu'un, etc. Pour le petit b, je suggère une fusion puissante. Ici, je peux évoquer le champ lexical de la robustesse, granit, puissance, dureté, qui associe la force brute de la nature à celle de ces hommes. Le chiasme, ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient faits à leur image, crée un effet de symétrie qui souligne leur similitude. Elle est renforcée plus tard par la conjonction de coordination homme et arbre, etc. En cas de plan en deux parties, je peux faire une troisième sous-partie, plus éloquente encore. Petit c, une symbiose brutale, avec le champ lexical de la violence, par exemple brutal, cri, clameur, colère. Le parallélisme antithétique, autrement dit un parallélisme qui comporte des termes opposés, des étés écrasants de chaleur, de longs hivers pétrifiés sous la neige, ce qui souligne la dureté de la nature. D'ailleurs, l'allitération en R, très âpre, semble imiter le chant brutal, la lourdeur de la chaleur ou le vent hivernal. Un chant brutal, heurté comme les saisons, des étés écrasants de chaleur. Le choix de jouer sur le thème de la fusion en proposant un adjectif différent à chaque fois permet de nuancer l'analyse et d'explorer toutes les facettes de cette idée. Passons à l'astuce 3 que j'appelle la technique du cerf-volant. Elle aussi est particulièrement efficace pour structurer un grand 2 ou un grand 3. Dans le cas de 3 sous-parties, les 2 premiers fils du cerf-volant, autrement dit les 2 premiers paragraphes, vont répondre à la question comment. La troisième sous-partie, quant à elle, va faire décoller ton analyse en proposant une sorte de synthèse, un élargissement de ta réflexion. Cette fois, je prends l'exemple d'un extrait de Candide ou l'optimisme, le nègre de Suriname. Voltaire imagine le témoignage poignant d'un esclave dont les conditions de vie sont terribles. Le titre de mon grand 3, une dénonciation de l'esclavage. Dans tes 2 premières sous-parties, tu peux te demander comment, de quelle manière Voltaire critique cette pratique inhumaine. D'abord, en banalisant l'horreur et la violence, ce qui ne manque pas de choquer le lecteur. Ensuite, en recourant à une ironie mordante, qui crée un contraste très intéressant. Enfin, dans la troisième sous-partie, tu prends de la hauteur. Rappelle-toi l'image du cerf-volant. Cette étape est une sorte de synthèse. Elle met en lumière le résultat. Le fait de banaliser l'horreur de l'esclavage d'une part et d'utiliser l'ironie d'autre part dévoile l'hypocrisie et la barbarie des Européens. L'intérêt de cette technique, tu es sûr que ta partie suit une certaine logique et que tes sous-axes sont progressifs. Dernière astuce rapide, la technique de l'éventail. Si tu as des difficultés à trouver tes sous-parties, c'est peut-être parce que le titre de ton grand axe est trop limité. Tu dois donc ouvrir et élargir ton champ de réflexion. Récemment, en cours particulier, j'ai demandé à un élève de faire un plan détaillé sur un poème tombé au bac, L'ancienne gare de Cahors. J'ai fait une vidéo sur ce texte axée sur l'intro du commentaire. Mon élève me propose comme grand 3 la célébration de la gare à travers la nature. Mais il se sent coincé. Il me dit ne pas avoir réussi à trouver une deuxième sous-partie. Le problème, son grand axe était trop étroit, trop limité. Je lui ai donc recommandé d'ouvrir son champ d'analyse et de changer son titre. La célébration de la gare. Voilà un intitulé qui est plus large. C'est une bonne base pour utiliser ensuite les techniques du Rubik's Cube ou du cerf-volant. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce levé pour me soutenir. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos spéciales bac français.